propose de débuter ce webinaire hashtag partenaire sur le pouce. Je vous remercie pour votre présence. Je me présente Marie Combe, chargée de projet territorial au DAC 77 Nord. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Andy Gineco et Rhapsodif, donc pour une présentation commune de dispositifs régionaux pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Avant de commencer, je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à voilà, vous présenter dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat au fur et à mesure de la présentation de chacun des dispositifs. On reprend toutes les questions qui seront posées après les deux présentations des deux dispositifs. Voilà. Donc pensez à bien couper vos micros et je vais lancer mon partage d'écran pour pouvoir hop, commencer ce webinaire. Alors, comment j'avais fait. Voilà. Et donc, je donne la parole en premier lieu à Monsieur Ngouma. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, c'est Alain Gouma. Je vais vous présenter aujourd'hui l'association Rhapsodif, Réseau Handicap Soins Odontologiques d'Île-de-France. En gros, en fait, on s'occupe des parcours de santé orale pour les franciliens vivant avec un handicap. Voilà, je peux pas passer par contre. Ouais, alors à chaque fois, je vais vous dire de ne pas changer de page, comme je peux pas le faire moi-même. Merci. Voilà. Pourquoi on existe, Rhapsody? Parce que vous savez qu'il y a près d'un million de franciliens concernés par un handicap. Donc, ce sont les personnes inscrites dans une des MDPH d'Île-de-France. On a environ 400 structures et d'établissements médico-sociaux, femmes, MAS, IEM, IME, qui représentent près de 55 000 personnes en établissement. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que voilà, on a la part de la population vivant avec handicap, en tout cas déclarée comme vivant avec handicap, ça fait pratiquement 10% de la population d'Île-de-France, et que vous le savez sûrement que on a une très mauvaise prise en charge des soins bucco-dentaires pour les personnes vivant avec handicap, et elles ont du mal en fait à avoir accès aux soins bucco-dentaires. Donc, il y a une enquête PNRI 2004 qui montre vraiment une mauvaise prise en charge et beaucoup d'abandon de soins. Vous pouvez aussi voir le baromètre Handifaction qui est disponible librement sur Internet. Vous téléchargez directement l'application et regardez ce qu'il en est de la santé bucco-dentaire et de l'accès aux soins bucco-dentaires, et vous verrez que voilà, partout en France, on est mal positionné, et en particulier aussi en Île-de-France. Donc, Rhapsodif a été créé en 2008. C'est une association qui a été créée parce que les personnes vivant avec handicap n'arrivaient pas à trouver de chirurgien dentiste pour les prendre en charge. Donc, ça a été créé par des chirurgiens dentistes et par des représentants de personnes vivant avec handicap, des familles et les associations gestionnaires des établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, notre association regroupe environ 160 chirurgiens dentistes partenaires, et on a plus de 12 000 adhérents dans notre réseau. À savoir que 160 chirurgiens dentistes partenaires sont des chirurgiens dentistes vers qui on oriente les personnes qui nous contactent, et ça représente moins de 2% des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Donc voilà, donc on est entièrement financé par l'ARS Île-de-France, un financement annuel. Voilà, donc tous les ans, il faut qu'on représente nos budgets, et notre cause et tout ce que l'on fait. Ok, on peut passer à la suivante. Donc, c'est un enjeu populationnel important, ça vous l'avez compris, hein. Je pense que les chiffres qui sont présentés là donc vous montrent les droits d'ouverture à la MDPH, combien d'adultes sont concernés, et pareil, de la même manière pour les enfants. On peut passer directement à la suivante si vous voulez. Hop, voilà. Donc, Rhapsodif s'organise en trois pôles d'activité. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, Rhapsodif, l'objectif, c'est d'organiser un parcours de santé orale. Qu'est-ce que ça veut dire, un parcours de santé orale? Ça veut dire qu'on va prendre en charge des actions de prévention, des actions de formation et des actions de coordination de soins. Donc, dans les axes, pour avoir toute la boucle, en fait, entre la prévention et l'accès aux soins.
Donc, dans les actions de prévention et de dépistage, donc, qu'est-ce qu'on fait? On organise des actions de dépistage dans les établissements médico-sociaux et on fait des sensibilisations aux aidants familiaux, aux proches aidants. Donc, ça s'organise vraiment à la demande. Parfois, on fait ça avec les associations comme le CRAIF, par exemple, le Centre Source Autisme d'Île-de-France. Voilà, donc la DAC pourrait organiser ça si elle le désirait. Donc, vraiment, des sensibilisations aux aidants. On organise ça sur 3 heures et on fait un petit topo avec un chirurgien dentiste qui présente les différentes pathologies et comment pouvoir agir sur l'hygiène bucco-dentaire de ses proches en situation de handicap. Ensuite, on a le pôle formation professionnelle. Donc, le pôle formation professionnelle, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que lorsque l'on faisait des dépistages dans les établissements médico-sociaux, c'était bien. Mais encore fallait-il qu'il y ait après un suivi de ce dépistage. Ça veut dire que les patients dépistés dans les établissements soient accompagnés chez un dentiste. Et s'ils étaient accompagnés chez un dentiste, qu'ils puissent avoir un suivi d'hygiène bucco-dentaire parce que sinon on se retrouvait à refaire le dépistage 2 ans plus tard dans le même établissement et on remarquait qu'il fallait tout recommencer parce qu'il n'y avait aucun suivi. Donc à partir de là, on s'est dit non, on va mettre en place des formations pour les professionnels des établissements médico-sociaux, donc tous les professionnels de ces établissements, aussi bien aides-soignantes, infirmières que les personnels administratifs, le personnel de l'accueil, que les éducateurs spécialisés, etc. Donc on forme vraiment tout le personnel à une bonne hygiène bucco-dentaire surtout pour que tout le monde comprenne que pour avoir une bonne santé globale, il faut vraiment faire attention à sa bonne santé orale. Donc voilà, donc pour les formations professionnelles, on forme aussi les chirurgiens dentistes et assistantes dentaires parce que lorsque l'on veut pouvoir orienter des personnes vers des chirurgiens dentistes partenaires, encore faut-il que les chirurgiens dentistes partenaires aient eu une formation. Et là, nous, on s'est heurté à un gros trou parce qu'à la faculté d'odontologie Paris, il n'y avait pas de formation spécifique à la prise en charge des personnes vivant avec handicap ou en perte d'autonomie. Donc, beaucoup de chirurgiens dentistes, en fait, quand ils refusent des personnes vivant avec handicap, souvent la première excuse, c'était de dire oui, mais moi, je ne suis pas formé et je ne sais pas faire. Et il faut bien se rendre compte que forcément, les étudiants en dentaire, lorsqu'ils ont affaire à des personnes vivant avec handicap, ça va être à l'hôpital en 6e année et ça va être sur les cas les plus complexes. Donc, ils vont se retrouver à 3, 4 parfois sur un patient qui arrive en urgence. Et quand ils seront diplômés, ils se disent tout de suite, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça tout seul dans mon cabinet ou même à deux, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nous, on doit complètement reformater, si vous voulez, la vision que les jeunes chirurgiens dentistes ont de la prise en charge des personnes vivant avec handicap, parce que plus de 50% des personnes qui vivent avec handicap et qui font appel à notre association n'ont pas besoin de prise en charge plus particulière que les autres personnes qui n'ont pas de handicap. Donc, c'est vraiment une déconstruction que l'on fait déjà pour que les personnes n'aient pas peur, que les chirurgiens dentistes n'aient pas peur de prendre en charge les personnes vivant avec handicap. Et ensuite, on leur donne des outils leur permettant d'améliorer la prise en charge pour des cas plus spécifiques. Et donc, on arrive sur la coordination de soins parce que forcément, une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a vu des personnes vivant avec handicap et qu'on leur a dit qu'il y a des caries, eh ben, on leur propose une orientation vers un choix de solutions de chirurgien dentiste partenaire. Donc, on organise cette orientation en fonction du lieu d'habitation et en fonction aussi de la gradation de la prise en charge. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est voilà. Donc, sur cette diapositive, vous avez la démarche, en fait, pour pouvoir accéder à cette orientation. Alors, pour pouvoir être orienté vers un chirurgien dentiste, n'importe quelle famille, n'importe qui, n'importe quel établissement peut déjà faire appel à nous. Il n'y a pas besoin de faire de prévention ou de dépistage. Vous pouvez déjà nous appeler. Donc, on a notre site internet où tout se fait en ligne. Vous avez un bulletin d'inscription en ligne. Vous avez juste à joindre un dossier MDPH et vous recevez dans les 24 heures à 48 heures 3 propositions de solutions de soins adaptées aux besoins de l'usager. Alors, on tient vraiment à ça parce que souvent on nous dit oui, mais alors pourquoi vous ne mettez pas la liste des chirurgiens dentistes pour qu'on s'oriente nous-mêmes? Alors, pourquoi on ne met pas la liste? Déjà, un, parce que les chirurgiens dentistes ne veulent pas. Donc, ça, c'est le premier point, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait pu être pratique. Mais c'est aussi surtout parce qu'on a un rôle de. On essaie vraiment d'orienter le patient vers le chirurgien dentiste qui pourra être le plus capable de prendre en soin la personne que vous orientez. Ça peut être vers un chirurgien dentiste qui s'occupe des enfants, vers un chirurgien dentiste qui s'occupe des adultes.
vers un chirurgien dentiste qui a plus de facilité avec les personnes avec des troubles du spectre autistique. Ça peut être un chirurgien dentiste qui sera plus orienté vers les polyhandicaps. Ça peut être un chirurgien dentiste qui connaît la langue des signes, enfin, qui sait signer pour pouvoir avoir affaire à des personnes sourdes ou muettes. Donc voilà, donc nous, on oriente vraiment vers des chirurgiens dentistes qui sont spécifiques aux besoins de chaque personne. On peut passer là. Attention, là j'ai mis un truc, attention, parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites appel au réseau Rhapsody, nous on vous propose des orientations. Après, c'est l'usager qui va prendre le rendez-vous. Donc après, nous on n'intervient pas sur tout ce qui sera financement, etc. ou tout ça. Mais bon, on peut passer à la prochaine diapo. Voilà. Comment on oriente en fait? Donc notre orientation se fait par palier de soins aussi. Donc par palier, ça veut dire palier 1 pour nous, c'est vers le cabinet libéral ou le centre de santé. Je vous dis que plus de 50% des personnes qui font appel à notre réseau sont orientées vers ce palier 1. Donc, ce sont des professionnels formés à l'accueil et à la prise en charge des personnes vivant avec handicap, mais qui n'ont pas d'équipement particulier. En gros, c'est comme vous et moi, quand on va chez un dentiste, on passe par ce palier 1. Après, on a le palier 2. Ça reste toujours le cabinet libéral ou un centre de santé ou un hôpital. Donc là, vers ce palier 2, en fait, ce sont les professionnels qui sont formés, toujours, mais qui ont un équipement particulier. On parle en particulier de méopa. Alors le méopa, pour ceux qui ne connaissent pas le méopa, c'est un mélange d'oxygène et d'azote qui permet de faire une sédation consciente. En gros, ça permet de calmer un peu le patient. Pourquoi? Parce que là, lorsqu'on arrive sur du palier 2, c'est parce qu'on a souvent une difficulté de collaboration où la personne est un peu plus anxieuse. Donc voilà, ça c'est le palier 2. Donc on a vraiment des chirurgiens dentistes qui sont formés pour ça et ils ont aussi des formations plus spécifiques qui pourraient être l'hypnose. Ce que vous voyez en MOA, ça veut dire médecine orale adaptée. Donc ce sont des personnes qui ont passé un internat spécifique pour une spécialité qui est la prise en charge des personnes vivant avec handicap ou les personnes âgées, etc. Donc ça c'est vraiment une spécialisation pour les chirurgiens dentistes. Et ensuite, on a le palier 3. Et le palier 3, c'est l'hôpital, forcément, parce que ce sont les soins sous anesthésie générale. Là, c'est pour les patients qui ne sont pas du tout enfin, qui n'arrivent pas à collaborer. C'est aussi pour les patients sur lesquels on a beaucoup de soins à faire et que l'on ne peut pas faire 25 rendez-vous pour faire tous les soins, parce que forcément, chez les chirurgiens dentistes, souvent, lorsque vous avez un soin, il y a la dévitalisation, il y a la couronne à mettre, etc. Et si vous avez plusieurs dents à faire, donc parfois le chirurgien dentiste préfère faire ses soins sous anesthésie générale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du palier de soins, forcément, on a des délais d'attente plus ou moins longs. Lorsque vous demandez un rendez-vous palier 1, vous avez 1 mois d'attente maximum. Lorsque c'est le palier 2 pour le méopa, on peut aller jusqu'à 3 mois d'attente maximum. Et le palier 3 à l'hôpital pour des soins sous anesthésie générale, on est à 6 mois, 1 an d'attente. Donc c'est voilà, c'est pour vous dire à quel point on est en manque de professionnels qui prennent en charge. Mais voilà, là on travaille beaucoup avec l'ARS Île-de-France pour ouvrir justement différentes solutions de soins, au moins une solution d'anesthésie générale par département, voire plus. Donc voilà, c'est en cours. Donc j'espère que ça s'améliorera dans les années à venir. On peut passer à la suivante. Alors, sur la diapositive suivante, là, vous avez l'application des codifications de la sécurité sociale spécifique à la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Alors ça, c'est important, cette diapositive, parce que c'est trop peu connu. Comme je vous disais au début, on a du mal à recruter des chirurgiens dentistes pour soigner les personnes vivant avec handicap. Et on avait deux excuses. La première excuse, c'était, voilà, nous, on n'a pas été formés, donc maintenant, on propose des formations. C'est bien. Et la deuxième excuse, et ça, vous en êtes tous conscients, c'est le chirurgien dentiste qui vous dit, ouais, moi, j'ai déjà plein de patients, et surtout, ça me fait perdre de l'argent de prendre une personne qui va me prendre plus de temps pour le même type de soins. Donc, face à cette situation, l'assurance maladie, donc on a travaillé avec l'assurance maladie pour mettre en place des nouvelles codifications qui permettent une meilleure rémunération de l'acte pour les chirurgiens dentistes. Donc là, vous avez les détails, ça peut aller jusqu'à 200 euros, 100, 200 euros par acte pour le chirurgien dentiste en plus. Donc, je vous laisse prendre connaissance de cette diapositive. De toute façon, vous aurez les documents. Mais voilà, sachez que le chirurgien dentiste, lorsqu'il prend en charge une personne vivant avec handicap, peut appliquer ces tarifs, que la majorité est quand même pris en charge par la sécurité sociale. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, je vous laisserai regarder ça. On peut passer à la suivante. Donc là, comme je vous disais,
on propose des formations. Donc, les formations à destination des chirurgiens dentistes et aux assistantes dentaires. Donc, les formations que nous proposons suivent les paliers de prise en charge. Donc, on a la formation niveau 1, l'accueil du patient extraordinaire, formation niveau 2 pour l'utilisation du méopa et la certification à l'utilisation du méopa, parce que c'est vraiment spécifique. Et la formation... Ah, excusez-moi, j'ai sauté une diapo en fait. Là, on est sur les formations destinées aux établissements médico-sociaux. Donc, on commence par les établissements médico-sociaux. Donc, comme je vous disais au début, nous proposons des formations aux établissements médico-sociaux pour tous les professionnels de ces établissements, donc que ce soit les paramédicaux, les éducateurs ou le personnel administratif. Donc, on propose deux niveaux de formation. La formation niveau 1, c'est pour tout le personnel dans l'établissement. La formation niveau 2, c'est la formation de référents bucco-dentaires. Donc, la formation des référents bucco-dentaires, il faut savoir que c'est vraiment un objectif de l'ARS Île-de-France de former dans tous les établissements médico-sociaux qui dépendent de l'ARS Île-de-France des référents bucco-dentaires. Et ces référents bucco-dentaires, en fait, vont être le relais un peu de Rhapsody en interne à l'établissement. Donc, il y a un à deux référents bucco-dentaires par établissement. Et ce sont des personnes qui pourront mettre en place des actions de prévention. Ce sont des personnes qui vont mettre en place le suivi aussi de la santé orale dans l'établissement et qui vont être le relais auprès de leurs collègues. Parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les établissements et que les plans de soins ne sont pas forcément très suivis si on n'a pas justement ce référent qui rappelle à chaque fois, attention, dans notre établissement, on fait attention à l'hygiène bucco-dentaire, donc il faut penser à laver la bouche d'un tel et faire des plans de soins spécifiques à la prise en charge de chacun, c'est important parce que dans vos établissements, vous savez bien avec chaque résident à quel moment il est plus adapté d'arriver pour la toilette buccale, à quel moment il faut mettre un casque ou peut-être baisser la lumière, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est aussi cette formation niveau 2 permet aussi de mettre en place de l'habituation aux soins. L'habituation aux soins, donc ça peut pas forcément être que du bucco-dentaire. C'est lorsque on met un miroir dans une bouche, lorsque l'on prépare les patients à aller voir le chirurgien dentiste. Donc voilà, on forme vraiment le référent bucco-dentaire à tous ces types de prise en charge. Voilà. Et puis après, on passe aux formations pour les chirurgiens dentistes directement. Donc là, c'est la diapositive d'après. Voilà. Donc la formation donc, des chirurgiens dentistes. Donc là, on a la formation pour les chirurgiens dentistes en fonction du palier de soins de prise en charge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la formation niveau 1, c'est vraiment une formation d'une journée pour lever l'appréhension des chirurgiens dentistes et leur dire non, vous êtes capable de prendre en charge plus de 50% des personnes vivant avec handicap en Île-de-France. Donc voilà, donc participer avec nous. La formation niveau 2, c'est s'ils veulent aller plus loin et qu'ils se disent, bon, on va utiliser le méopa. Le méopa, donc ce mélange d'oxygène et d'azote, en sachant que cela ne concernera pas forcément que les personnes vivant avec handicap. Donc, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont phobiques. Pour les enfants aussi, c'est assez utilisé, etc. Donc la formation au méopa est une très bonne chose aussi. Après, on a la formation à la communication thérapeutique et à l'hypnose thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment comment on communique avec toute son équipe au sein d'un cabinet, au sein d'un centre dentaire pour accueillir correctement une personne vivant avec un handicap. Voilà. Et comment on communique avec la personne vivant avec un handicap. Donc là, c'est vraiment des clés que l'on donne pour améliorer la prise en charge. Donc voilà, donc je pense que j'étais, grosso modo, je vous ai présenté toute notre association. Nous sommes une bonne équipe. On sait que vous avez tous et tous en tant qu'usagers, en proches aidants ou professionnels, un rôle très important dans l'hygiène bucco-dentaire et donc dans la santé globale de tous vos résidents ou de vos proches. Donc n'hésitez pas à nous appeler, nous on est là, on est à votre service. Si vous passez les diapos d'après, il y a notre équipe, donc vos interlocuteurs actuels. Donc, on a notre pôle qui s'occupe des formations et des dépistages, et on a notre pôle qui s'occupe de l'orientation pour des besoins. Donc, si vous êtes un établissement, n'hésitez pas à faire appel au pôle formation. Et si vous avez besoin d'une prise en charge pour vos proches ou pour vos résidents, vous faites appel
au pôle d'orientation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire dès à présent. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc on est une petite équipe. Hein, on n'est que 8 dans l'association. Hein, donc vous avez vu nos coordinateurs, nos assistantes et la direction et l'assistante de direction. Donc vous pouvez nous suivre. Et vous avez toutes les adresses. Voilà. Je pense que j'ai fait une petite présentation. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir donner la parole maintenant à Andy Gynéco, du coup à Monsieur Vouet et Madame Perrotte. Allez-y, vous pouvez passer la diapo. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Désolée, j'ai une voix un peu cassée, mais je pense que vous allez quand même m'entendre. Et donc, moi, je suis Frédéric Perrotte, je suis la sage-femme référente et formatrice pour Andy Gynéco. Et Benjamin, que j'ai vu, mais je ne sais pas si... Je suis là, je suis là. Ah, voilà. J'interviens juste après Frédéric. Ok. Un petit mot rapide sur le contexte gynécologique des femmes en situation de handicap, parce que on sait que le contexte gynécologique des femmes dites valides n'est pas non plus forcément extraordinaire, mais en tout cas, il faut bien comprendre que pour ces femmes en situation de handicap, c'est pire. Donc, dans l'étude Handigynéco qu'on avait faite, 58% des femmes en situation de handicap en Île-de-France déclaraient un suivi gynécologique versus 77. Vous voyez, on n'est pas à 100% non plus, mais il y a quand même un gap et c'est quand même pas beaucoup. Il y a un moindre recours au dépistage pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, quelle que soit la nature du handicap. Et ça signifie une chose hyper importante, c'est que les femmes en situation de handicap meurent plus de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus, pas à cause du handicap, mais à cause de l'accès aux soins et au manque de dépistage auquel elles peuvent avoir accès. Et quand même, quelque chose hyper important aussi, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est vrai que c'est de montrer aux professionnels de santé que nous sommes que on va forcément voir dans son parcours professionnel des femmes en situation de handicap qu'on n'imagine pas être en situation de handicap, que le handicap n'est bien sûr que pas le handicap moteur et que pour le coup, c'est comment j'accueille un maximum de situations possibles et que je ne peux pas être formée sur tous les types de handicap, mais en tout cas, la personne qui est en situation de handicap reste la mieux placée pour m'expliquer de quoi elle a besoin dans une consultation. On peut passer. Le suivi, celle d'avant, ouais. En institution, là aussi, c'est les sources de l'étude anti-gynéco qu'on a faite en Île-de-France 2016-2017. 66% des femmes accueillies n'ont pas de suivi gynécologique régulier. Donc, c'est soit des patientes qui ont des handicaps dès la naissance, et pour le coup, on s'en fiche encore un peu plus, et des femmes qui ont quelquefois eu un accident de la voie publique ou une pathologie après, et finalement, elles ont eu un suivi en situation de handicap au début, mais après, une fois qu'elles sont dans la structure, elles n'ont plus rien non plus. Donc là, on se raccroche évidemment à tout ce qui est sur les représentations liées au handicap et à la sexualité. Pour faire très court, on peut très bien dire qu'une femme en situation de handicap n'a pas besoin de suivi gynécologique parce qu'elle n'a pas de sexualité. Et bien sûr, on comprend bien que là, c'est un raccourci très discriminant parce que tout dépend de ce qu'on entend par sexualité, évidemment, et qu'on a des représentations qui fait qu'on calque quelque chose qui n'est pas la réalité et qui n'est pas ce que veulent les gens en face non plus. Ça fait deux problèmes. 26% n'ont jamais eu de frottis et 64% des femmes hébergées ont bénéficié d'une mammographie au moins dans les recommandations. Là, on voit que la mammographie, ça reste plus pratique, plus facile en tout cas à faire dans les représentations aussi. Peut-être plus facile d'avoir aussi une imagerie que de faire un frottis parce que c'est plus compliqué, plus intrusif, plus te rendre dans l'intimité. Mais n'empêche que bah, les recommandations de suivi de dépistage pour les cancers, c'est les deux. On peut passer à la diapositive d'après. Il y a un énorme sujet aussi, c'est les violences faites aux femmes. Alors, c'est un énorme sujet pour notre société, mais c'est aussi un énorme sujet pour les femmes en situation de handicap qui, bien sûr, dans leur contexte, ont un facteur aggravant de leur violence. Au Parlement européen de 2017, c'était considéré comme étant 1,5 à 10 fois plus élevé et 4 femmes sur 5 en situation de handicap subissent des violences et ou des maltraitances de tout type. Donc, c'est vraiment des chiffres abominables. Les femmes autistes sont encore plus aussi vulnérables dès l'âge de 9 ans avec des violences sexuelles. Donc, on ne parle pas d'un petit sujet et sans aucun doute qu'on a aussi beaucoup de choses à faire et peut-être que de parler de toutes les femmes quand on parle des violences, eh ben, ça sera aussi plus inclusif que de faire des petits paquets de choses différentes en fonction de chaque type de femmes, alors que toutes les femmes sont finalement bien malheureusement prises dans cette difficulté.
Il y a un problème de PowerPoint ou tout va bien? On me dit en même temps dans la conversation, quelqu'un a du mal à avoir la projection et d'autres personnes m'ont dit que c'était bon C'était bon, d'accord. Bon, ouais. bah, je dis, je parle un peu vite parce qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions, mais en tout cas, vous l'aurez hein, là, après le PowerPoint. Hein, donc, OK, on peut passer à la diapositive d'après. Donc, toujours pareil, sur le handicap, bah, voilà, c'était un peu ce que je voulais déjà dire. 35% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire contre 19% des femmes dites valides. 90% des femmes avec un trouble du spectre de l'autisme subissent des violences. 47% avant 14 ans et de mémoire, ça doit être 12% avant 9 ans. 27% des femmes sourdes ou malentendantes déclarent aussi avoir subi des violences au cours de leur vie. C'est vraiment des chiffres dont on ne peut pas rester comme ça assis sur sa chaise et comment on peut collectivement trouver des solutions et en tout cas aider et surtout repérer, poser la question, croire les femmes pour qu'on puisse faire des choses. Donc la formation des sages-femmes dans Handigynéco, l'idée, ça met, Benjamin va vous le redire, hein, mais l'idée c'est de faire des consultations de prévention et de dépistage par des sages-femmes qui sont compétentes pour faire ça. On fait une formation de 3 jours en plus parce qu'il y a des petites choses qu'on ne connaît pas tout le temps non plus. Et on ne revient pas sur le sujet de la gynécologie qu'elles sont censées savoir faire. Donc le prérequis des sages-femmes, c'est qu'elles connaissent la gynécologie, qu'elles fassent des consultations de gynécologie dans notre projet, qu'elles soient libérales et qu'elles aillent vers les personnes en situation de handicap dans les structures. Donc cette formation, c'est évidemment de développer des nouvelles compétences. On va parler des spécificités du handicap, on va parler avec des gens qui sont concernés par le type de handicap, quel type de handicap elles vont rencontrer dans les structures, pour pouvoir être à peu près, savoir de quoi elles vont parler, en tout cas ce qu'elles vont rencontrer, quel type de handicap elles vont rencontrer, mais sans devenir des spécialistes de tous les types de handicap, et puis d'intégrer cette parcours dans une logique de gradation des soins. En tant que sage-femme, il y a des choses que je sais faire et des choses que je ne sais pas faire. Parce que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Et donc, je vais orienter dans telle ou telle structure, un peu comme ce que vous a montré la personne pour Rhapsody, parce que moi, quand je ne fais pas de colposcopie, si je dépiste un frottis pathologique, ben, j'envoie vers un médecin qui va faire une colposcopie. Mais ce que je fais pour les patientes dites valides, eh ben, je vais le faire de la même manière pour les patientes en situation de handicap, avec des aménagements, évidemment, s'il y a besoin de tel ou tel professionnel un peu plus formé ou de tel ou tel matériel. Mais ce n'est pas forcément tout le temps, ce n'est pas systématique. Tout le temps, 80% des handicaps sont aussi invisibles. C'est de repérer et d'accompagner les femmes victimes de violences, hein, parce que même si les sages-femmes maintenant sont quand même aussi beaucoup formées au dépistage des violences, surtout en obstétrique, hein, parce qu'on voit que c'est un moment aussi un peu un moment charnier et que pour le coup ça explose beaucoup ces violences au moment des grossesses. Donc là pour le coup c'est un repérage systématique et en gynécologie ça devrait être exactement pareil et pour toutes les femmes, bien évidemment. Donc là aussi, c'est un vrai sujet. Et donc, comment on en parle dans les structures, puisque Handy Gynéco fait des consultations, mais Handy Gynéco fait aussi des ateliers collectifs à destination des hommes et des femmes en situation de handicap, à destination des pros. Ce qui fait que c'est là aussi on travaille sur les représentations. Si j'ai pas de relation sexuelle, eh bien évidemment, j'ai pas besoin de traitement, et puis je parle pas des violences, etc. Et hop, le sujet est mis dans le placard. L'idée, c'est que, est-ce qu'une sexualité, c'est uniquement un rapport sexuel avec pénétration? Ben, peut-être pas, et peut-être que dans le monde du handicap, et pas que d'ailleurs, ce n'est pas cette définition-là qu'il faut qu'on garde. Et si on élargit la définition de la sexualité, ça peut être je prends la main, j'ai un rapport privilégié avec un homme ou une femme qui fait que je le considère comme mon amoureux, mon amoureuse, et donc je suis un être sexué, quel que soit mon type de handicap ou pas de handicap. Moi, je fais beaucoup d'endométriose aussi et des consultations de patientes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de pénétration. Et c'est pas pour autant qu'elles sont dans une situation de non-épanouissement de leur vie sexuelle. Et donc, comment on travaille toutes ces représentations, à la fois sur la sexualité et on raccroche les wagons avec le handicap. Bah, c'est ce que ah bah voilà, j'ai un peu anticipé la ligne d'après. Donc, on sensibilise les sages-femmes à cette représentation. On essaye de leur dire que plus on a d'outils pour essayer d'être dans une posture d'aide qu'on appelle le counseling, en tout cas, c'est l'outil avec Olivier Coudert avec qui on co-anime et qu'on a co-construit cette formation. C'est comment, dans une posture de counseling, je vais être dans une relation d'aide et pas dans une relation uniquement de bienveillance, qui est déjà pas mal, vous allez me dire, mais ça suffit pas, mais une relation d'aide pour que l'autre me dise ce qu'il veut et que je l'aide à aller là où il veut. Et que je ne sois pas dans un jugement pour dire, ah, mais non,
Ah bah non, c'est pas bien ça. Ah bah, la grossesse, ah bah non, c'est pas bien. Puis le rapport sexuel avec, ah bah non, c'est pas bien, hein, c'est interdit, hein. Et donc on va mettre une contraception parce que c'est interdit, il faut pas avoir d'enfants. C'est pas comme ça. C'est vous avez envie d'avoir des enfants, ça veut dire quoi avoir des envies d'avoir des enfants pour vous? Ça vaudrait comment ça va se manifester? Et là, on travaille là-dessus, que ce soit possible ou pas possible. Parce que ça permet de parler de la non-parentalité possible dans certaines situations, bien sûr. Si on n'en parle pas, qu'on la met dans le placard, c'est là où ça peut éventuellement arriver. On peut passer à la diapositive. Voilà, bah ça, c'est des photos de la formation. Le 3 jours, le contexte et les spécificités des handicaps. On fait des mises en pratique pour les consultations et pour les ateliers. On parle des ressources du territoire, évidemment, parce que même si Olivier et moi, on anime la formation, on se sert des ressources locales. On ne va pas orienter vers des structures qui n'existent pas. Donc, à chaque fois, on s'adapte au local. On parle des violences faites aux femmes et on a fabriqué une boîte à outils régionale et nationale. Et on se sert de ces outils de la posture du counseling qu'on trouve extrêmement, totalement génial. Je ne comprends même pas qu'on n'en parle pas plus dans les études de sage-femme ou de médecin ou d'infirmier, infirmière. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cet outil est extraordinaire pour être dans une situation d'égalité face à l'autre et d'entendre l'autre avec tout ce qu'il est et d'appuyer sur ses ressources plutôt que d'appuyer sur tout ce qu'il ne sait pas faire. Et dans une logique de gradation des soins, comme je vous l'ai dit, parce que moi j'ai des compétences, mais pas toutes les compétences, et on reste dans les compétences d'une sage-femme et on oriente quand ça sort de nos compétences. En tout cas, on travaille en équipe, et ça c'est hyper important. Et les sages-femmes libérales, elles l'ont bien compris, parce que tout au long de son cabinet, on va pas très loin avec les patientes et on a besoin des autres pour travailler tous ensemble. La prochaine date, voilà, au mois de septembre. Donc, il y a un formulaire à remplir pour les sages-femmes qui veulent s'investir. Et après, moi, je les recontacte pour leur expliquer un petit peu ce qu'est la formation, ce qu'elle n'est pas, le projet, etc. Et après, avec Benjamin, on les rentre dans la convention. Et là, je laisse la parole à Benjamin. Mhm. Et Frédéric, comme d'habitude, nous a beaucoup parlé de choses beaucoup trop intéressantes. Et moi, j'ai plus de temps. Donc Benjamin Voué, le chef de projet en Gynéco Île-de-France, je m'occupe pour une grande partie de la coordination du projet avec les sages-femmes et tous les partenaires qui vont pouvoir nous aider justement dans cette logique de gradation de soins. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors, un petit retour en arrière. Donc, Frédéric a parlé de l'étude Handigynéco qui a été le démarrage de ce projet qui a eu lieu en 2016-2017, qui a montré ce déficit d'accès aux soins. Ça a été suivi par une expérimentation de 2 ans qui a permis de valider les grands principes d'intervention d'Handigynéco que je vais vous présenter. Et depuis fin 2022, elle est déployée dans 3 régions, Normandie, Île-de-France et Bretagne, et depuis 2024 en France entière. Donc, je vais aller très vite parce que Frédéric en a beaucoup parlé. Moins vite, moins vite, moins vite, Marie. Les trois grands volets, c'est faciliter et favoriser l'accès aux soins, notamment gynécologiques, sensibiliser, former pour tout ce qui concerne sur tout ce qui concerne la santé sexuelle des femmes en situation de handicap, mais pas seulement, des hommes aussi, et appréhender toute la problématique des violences qui sont faites aux femmes, notamment dans le contexte institutionnel, même si ces violences ne sont pas forcément n'ont pas forcément lieu en contexte institutionnel. Donc les grands principes, l'aller vers, les sages-femmes dont a parlé Frédéric, qui sont formées au handicap, vont dans les structures. Ça résout plein de problèmes d'accessibilité, notamment pour les personnes avec les handicaps les plus lourds. Mais c'est du premier recours, c'est pas de la consultation spécialisée, c'est vraiment de la prévention et du dépistage. C'est ouvrir le champ du suivi et des soins gynécologiques à toutes les femmes en situation de handicap qui sont les plus éloignées du système de santé. Sur la base de la prévention et du dépistage, je disais, la suivante, dans une logique de progressivité et de continuité, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer les choses, comme ça pourrait éventuellement être fait au cabinet, et certains d'entre vous ont peut-être eu cette expérience d'être un peu bousculé avec les femmes que vous accompagnez quand vous allez dans des cabinets libéraux, parce que les professionnels n'ont pas toujours le temps et n'ont pas toujours cette information et cette sensibilité au temps qu'il faut passer à l'accueil et à la prise en charge de ces personnes. Avec une volonté d'autodétermination, donc c'est le counseling qui apporte ça, c'est donner toutes les billes aux personnes pour qu'elles puissent prendre en charge
en tout cas contribuer elles-mêmes à leur bonne santé sexuelle. Et gradation de la prise en charge, donc la limite des compétences des sages-femmes qui va leur permettre, enfin en tout cas qui va nécessiter qu'elles se mettent en rapport avec tout un écosystème de partenaires et de ressources sur les territoires, dont par exemple les ressources en soins, que ce soit dans le secteur libéral, à l'hôpital, dans les centres de santé, pour permettre justement cette gradation de soins et s'il y a par exemple un frottis qui revient positif, il va pouvoir progresser dans le parcours de soins. Petite carte de France pour vous montrer qu'après le démarrage en Bretagne, Île-de-France et Normandie, on a presque toutes les régions qui sont engagées dans la démarche Handigynéco. Il reste les Hauts-de-France qui ne sont pas encore couverts, Pays de la Loire et la Martinique. Mais sinon, ça progresse bien. Très rapidement, trois chiffres euh, à se rappeler. Il y a 240 établissements médico-sociaux médicalisés. C'est les établissements qui sont ciblés par la démarche Handigynéco, qui est un projet coordonné. C'est-à-dire, ce n'est pas une plateforme d'appel qu'on va pouvoir solliciter au besoin. Donc, il y a une coordination dans ces 240 établissements. 2600 femmes qui sont en manque de suivi gynécologique régulier, minimum, dans les faits, il y en a plus. Et pour ça, 80 sages-femmes on recrute sur l'ensemble de l'Île-de-France. Une diapo suivante. Donc là où on en est aujourd'hui, sur les 80, on en a formé et sont conventionnés 65. On en a formé plus, mais on a 65 sages-femmes qui interviennent mensuellement quasiment dans plusieurs établissements médico-sociaux. Elles interviennent dans 164 des 240 établissements, plutôt sur le nord-est de la région parisienne. Donc en Seine-et-Marne, vous êtes plutôt bien pourvus. Ça a bien démarré là-bas, notamment grâce à l'investissement du réseau NEF, un réseau de santé périnatale. Sur le sud-ouest et notamment l'Essonne, c'est un petit peu plus problématique. On fait face à des problèmes de démographie médicale. Un suivi qui se passe bien, on est à près de la moitié du nombre de femmes ciblées qui ont déjà bénéficié d'au moins une consultation. Les sages-femmes en gynéco ont réalisé plusieurs centaines d'ateliers au bénéfice des professionnels et des résidents pour tout ce qui concerne la santé sexuelle. Suivante. Alors, un petit peu plus de détails en Île-de-France. Le chiffre important, 8 sages-femmes. Il y a 8 sages-femmes engagées en Seine-et-Marne et elles interviennent dans 29 des 38 établissements médico-sociaux médicalisés, ce qui est pas mal. Et si on va sur les suivantes, vous allez voir un petit peu plus en détail, mais vous aurez la présentation par la suite. Sur le Nord Seine-et-Marne, on a presque tous les établissements couverts. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que il peut y avoir des besoins assez forts maintenant sur du parcours en soins gynécologiques et de la gradation de soins avec l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Il reste on va dire le milieu de la Seine-et-Marne qui est moins couvert. Et si on va sur la suivante, dans le sud Seine-et-Marne, on a trois sages-femmes qui couvrent déjà une bonne partie des établissements. Donc, vous voyez, c'est un déploiement qui se poursuit pas mal, ce qui va nous permettre de faire peut-être encore plus. Euh, et on va le voir sur la diapositive suivante, qui va nous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, pour qui? On le rappelle, c'est pour les établissements médico-sociaux euh, avec hébergement. Donc les SAMSA, les SAVS ne sont pas concernés. Dans une première intention, on va voir après comment ça peut se passer pour eux. Donc les médicalisés pour adultes, femmes masses, ça c'est systématique, et quand les sages-femmes sont disponibles. Et on va commencer à pouvoir intervenir, et très progressivement, dans des établissements non médicalisés, donc plutôt des foyers de vie et des foyers d'hébergement, éventuellement des ESAT. Et ça va commencer en Seine-et-Marne, et probablement commencer par le nord de la Seine-et-Marne. Et puis, on commence aussi à intervenir dans certains territoires dans le département pour enfants. Et là, ça commence notamment dans le sud de la Seine-et-Marne, dans la région de Melun, et là aussi très progressivement. Alors, par qui? Les sages-femmes, bien sûr, qui sont formées, libérales et volontaires.
Donc, c'est des sages-femmes qui ont un cabinet en ville que vous pourriez aller voir pour un suivi gynéco, un suivi de grossesse. Comme on a dit, formées aux spécificités du handicap et dont les interventions sont financées par l'Agence régionale de santé. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'elles puissent avoir le temps de la consultation et puis la progressivité au cours des années pour justement ne rien forcer. Et ce financement aujourd'hui ARS devrait passer dans le financement droit commun par la sécurité sociale dans les mois qui viennent et permettre d'élargir encore les interventions auprès des femmes en situation de handicap. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est coordonné. Donc, c'est sur orientation du coordinateur, moi-même pour la région Île-de-France. Et ça se fait quand une sage-femme du territoire est disponible, formée, et moi je la mets en relation avec les établissements qui sont autour de son cabinet. Donc ces établissements, ils doivent être volontaires également, mais la plupart sont intéressés. Et c'est sur la base d'une charte d'engagement, et avec une charte d'engagement qui incite à co-construire cette relation et toutes les actions qui vont pouvoir être faites autour de la santé sexuelle, de la vie affective et sexuelle et de la prévention des violences. Donc, c'est une alliance qui doit se créer entre la sage-femme, les établissements et les ressources du territoire. Alors, la grande question que vous allez forcément poser, puisque dans les participants à ce webinaire, il y a pas mal de gens qui ne sont pas directement concernés ou ciblés par le dispositif Orni Gynéco. Alors, si vous n'êtes pas ciblé, donc pour rappel, il n'y a pas de guichet public d'accès aux sages-femmes Orni Gynéco en soi, mais il y en a certaines qui sont référencées sur l'annuaire d'accessibilité du portail santé.fr. Donc, vous allez sur santé.fr, il y a un petit bouton annuaire d'accessibilité. Et là, vous pouvez trouver des sages-femmes, mais aussi des gynécos, aussi des médecins généralistes qui accueillent favorablement les personnes en situation de handicap. Donc, on essaye de fournir des données dans cet annuaire le plus possible. Ensuite, il y a un annuaire qui est disponible pour les DAC, les DIH, les communautés 360 et les MDPH, quand sur des parcours complexes, il y a besoin d'un accompagnement spécifique par une sage-femme formée. Donc là encore, ce n'est pas un annuaire public, mais vous pouvez aussi passer par ces plateformes d'accompagnement, d'appui, de coordination qui vont pouvoir trouver sur le territoire des sages-femmes qui pourront accompagner les personnes que vous accompagnez vous-même. Et on travaille en coopération avec les Handiconsultes. Donc, c'est des consultations dédiées handicap qui se font sur des lieux précis. Donc, il y a par exemple dans votre secteur géographique, même si ce n'est pas spécifiquement sur la Seine-et-Marne, le pôle Cristal, dans le 93, à Neuilly-Plaisant, à Neuilly-sur-Marne, pardon. Le Val consulte à l'Institut du Val-Mandé à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Et bientôt, il y en aura une à Nemours. Alors, c'est sur le sud Seine-et-Marne. Mais bon, ça pourrait être intéressant de rentrer en contact avec eux quand ils auront ouvert. Et puis, on travaille en coopération avec des services de gynécologie hospitalier pour créer des sortes de parcours dédiés aux personnes en situation de handicap et en tout cas s'assurer que ces personnes vont être correctement accueillies et qu'il va y avoir des moyens d'organiser les parcours en soins hospitaliers pour ces personnes. Donc, par exemple, Melun, l'hôpital de Montfermeil ou l'hôpital privé de l'Est parisien à Aulnay-sous-Bois. Et les centres de santé sexuelle, alors là, qui proposent plus largement des consultations en santé sexuelle et notamment du dépistage, qui sont en train de travailler à leur propre annuaire d'accessibilité à venir. Voilà, ça vous donne une idée des ressources qui sont mobilisables sur le territoire et qui permettent, au-delà des établissements ciblés par Handigynéco, d'ouvrir l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, et que ce soit les femmes ou les hommes. Voilà, nos contacts, le petit formulaire, si vous êtes une sage-femme ou si vous connaissez des sages-femmes qui seraient intéressées par la démarche pour y candidater. Notamment, vous avez vu sur le centre Seine-et-Marne, il reste des besoins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On aurait mille fois plus de choses à dire, mais peut-être que vous avez des questions, et donc je laisse la main à Marie. Merci beaucoup pour J'ai- cette présentation. Alors,
En reprenant donc les questions, déjà j'ai pu en noter deux pour Rhapsodif, à savoir est-ce que les formations sont payantes? Si Monsieur Ngouma. Et- Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc oui, alors les formations sont payantes. Alors les formations pour les professionnels des établissements médico-sociaux sont payantes. La formation niveau 1 qui concerne tous les professionnels, ça coûte 1 500 euros. Alors on est Calliope, donc c'est pris en charge par l'OPCO. Et les formations niveau 2 du référent bucco-dentaire coûtent 650 euros et c'est entièrement remboursé par l'ARS départementale. Donc, une fois que vous avez fait la formation, vous demandez le remboursement avec la facture et ils vous remboursent cette formation. Comme ça fait partie de leur projet santé jusqu'en 2027, si je m'abuse. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment où l'ARS prend en charge ce type de formation. Ça c'est pour les professionnels des établissements médico-sociaux. Sinon, pour les chirurgiens dentistes et les professionnels en soins dentaires, donc pareil, on est Calliope. La formation Méopa est, comment on appelle ça, est prise en charge aussi parce que ça fait partie je me rappelle plus de l'organisme. C'est pas un OPCO, mais c'est un autre truc de ce type. Donc voilà, donc c'est pris en charge. Sinon, les autres peuvent être remboursés par les organismes de formation. D'accord. Et il y avait une seconde question qui était de savoir quels territoires sont couverts par par les praticiens partenaires. Alors, on couvre toute l'île de France. Alors, j'ai pas fait la carte comme Benjamin Voué, la belle carte avec où on voit bien où sont les praticiens, mais c'est à peu près le même modèle. Ça veut dire qu'on a plus de concentration quand on se rapproche de Paris et dès qu'on s'éloigne de Paris, il y a beaucoup moins de personnes. Donc là, pour le 77, ça fait partie des endroits où on a peu de chirurgiens dentistes partenaires, mais ça va. On arrive quand même à avoir les trois paliers, donc on a quand même des solutions. Faut pas hésiter à nous contacter. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Pour les participants, n'hésitez pas à prendre directement la parole en ouvrant votre micro si vous avez une question pour un de nos deux dispositifs, ou les deux. Oui, bonjour, est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, allez-y. Donc, je suis Valérie Cordès, je suis directrice du réseau SLA Île-de-France, donc je m'occupe uniquement de patients atteints de maladie de Charcot. Je suis très intéressée par la présentation de Rhapsodif parce que nos patients ont une difficulté d'accès aux soins dentaires qui est vraiment très majeure. Et c'est vrai que j'ai jusqu'ici eu beaucoup de difficultés à avoir des retours. Donc là, j'ai bien pris les coordonnées, etc. Et je vois qu'il y a effectivement une activité qui est importante. Concrètement, nous, dans la SLA, on a des patients qui ont un handicap qui est totalement visible et même un peu trop, dans la mesure où il y a un handicap moteur, mais il peut y avoir des difficultés de déglutition, des difficultés de parole, des difficultés pour écrire des mails. Donc, en général, ce sont nous, les professionnels du réseau SLA en neurologie, qui nous chargeons de prévoir les consultations handicap et de décrire les situations. Donc, de ce que j'avais compris dans Rhapsodif, il faut que le patient un petit peu s'inscrive sur le site et décrive sa situation. Et on a beaucoup de patients qui ne sont pas en capacité de le faire au vu de leur maladie. Donc, ma question est, est-ce que dans ce type de situation où le patient n'est pas en capacité de faire la démarche auprès de Rhapsodif, vous acceptez que les professionnels puissent vous joindre directement pour vous décrire la situation complexe et voir si des ressources sont possibles? Alors, tout à fait. En fait, j'ai répondu du coup par texto, là, par messagerie. Mm. Mais Oui, toutes les personnes peuvent nous joindre. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand c'est directement sur Internet et tout se fait beaucoup plus vite. C'est toujours le même principe. Mais on a un accueil qui est téléphonique tous les jours, de lundi au vendredi, de 9h à 17h. Vous pouvez nous appeler. Il y a une pause à midi, entre midi et 13. Mais sinon, l'accueil des téléphoniques est ouvert. Et justement, lorsque vous êtes au téléphone avec nos assistantes administratives, elles prennent le temps justement d'écouter, de savoir, parce que voilà, il y a plusieurs problématiques. Même parfois, les aidants, vous savez, avec les personnes vivant avec handicap, on a la problématique après des moyens financiers, on a la problématique de la langue. Parfois, voilà. Donc, notre accueil est là exprès justement pour pouvoir répondre au téléphone et c'est nous qui remplissons finalement notre fiche, notre d'accord. questionnaire et Mm. après on vous oriente. D'accord, ok. Parce qu'on a eu un petit peu cette difficulté avec des patients qui s'étaient inscrits
qui ont eu des retours d'établissement, mais qui eux-mêmes ne répondaient pas derrière. Oui, Donc, oui, non, vous je pouvez pense qu'il vraiment faut nous appeler. qu'on... Ouais, ouais, Notre d'accord, accueil ok. téléphonique est là pour ça. Entendu, merci.